D'abord parce qu'il fallait faire le point de la situation sociopolitique au Cameroun. Moi, j'avais l'obligation pratiquement de rentrer dans l'arène politique véritablement comme un acteur de premier plan. Parce que 2018, déjà, je quitte la télévision pour accompagner quelques candidats à l'élection présidentielle. Parce que j'avais déjà une fibre profondément, j'allais dire viscéralement attachée à l'idéal du changement. Parce que le pays, depuis de longues années, de très longues années, ne traverse pas une période facile. Donc, pour moi, passé 2018, il fallait basculer dans une équipe qui pouvait donc me permettre d'atteindre l'objectif recherché qui est de devenir un acteur, quelqu'un qui participe à la gestion des affaires de la cité à ma manière, c'est-à-dire à la manière de quelqu'un qui veut faire bouger les choses véritablement, c'est-à-dire tout à l'opposé de ce qui est fait jusque-là par les gens du RDPC. C'est pour cela, le choix a été un peu difficile à opérer parce qu'au dernier moment, j'ai dû me séparer des gens avec lesquels je travaillais déjà, il faut le dire. Hein. L'UNDP, le président Bello Bouba Maïgari, avec lui, on avait déjà un ensemble de discussions assez fructueuses pour toujours aller défendre son parti dans la région du Sud. Maintenant, au dernier moment, j'ai reçu comme un appel profond des militants du MRC, sympathisants qui m'ont pratiquement harcelé. Et je les ai écoutés, mais j'étais moi-même persuadé de ce que finalement le discours qui est le mien profondément depuis toujours, hein, même dans la chronique sportive, même dans la plupart des médias où j'ai été quelqu'un qui pourfendait les choses qui ne vont pas bien, je pense qu'il fallait être logique avec ma propre conscience et de rejoindre l'équipe avec laquelle l'idéologie correspond à peu près parfaitement avec ce que je défends. Donc le choix du MRC s'est fait en toute âme et conscience. Je n'ai pas été, j'allais dire, amené à le faire sous quelque pression financière que ce soit, ou bien en termes de matériel. Je suis allé au département du Sud, dans la Villa, négocier ça avec le départemental MRC de la Villa pour prendre ma carte sur place là-bas. Et ce n'est que bien plus tard que nous avons choisi d'en informer la hiérarchie et quelques membres du directoire, le docteur Oko qui est le régional et puis le professeur Alain Foguet. Donc à la suite de cette annonce qui a fait un grand bien, d'abord au MRC et à moi-même et à mes nombreux sympathisants, on a donc jugé utile d'aller célébrer cela. Donc l'occasion du 1er novembre, c'était pour fêter l'arrivée du cadre que j'étais et également permettre l'adhésion de bien d'autres personnes qui hésitaient encore à le faire dans la région du Sud. Pour des raisons qui ont été avancées officiellement par le sous-préfet de Ebolova deuxième, c'est-à-dire risque de trouble à l'ordre public lorsque 48 heures plus tard, après nous avoir délivré le récépissé de manifestation, il nous fait savoir que aujourd'hui, le RDPC, branche de l'Anvila, a choisi également d'organiser le même type d'opération au même lieu et heure, c'est-à-dire au stade municipal de Nkovosa et Bolova. Alors, ça ne pouvait pas tenir comme argument. Il avait déjà choisi d'interdire la manifestation avant même de nous donner l'information, au motif de ce qu'il craint des affrontements entre les deux parties. Mais c'était un argument spécieux, parce que celui-ci tombait sous le coup de plusieurs violations de la loi, parce que nous étions les premiers. Et nous avons reçu l'autorisation d'occupation du stade le même jour donc signé du directeur du stade, qui a reçu de l'argent, qu'on l'a payé. Et par la suite, l'autorité administrative avait juste le loisir d'en informer les autres que les lieux sont déjà occupés. Donc, on a bien pu par la suite avoir des informations selon lesquelles plutôt il a reçu les pressions donc de la hiérarchie du RDPC dans la région, qui lui a demandé tout simplement d'annuler les deux manifestations. Mais en réalité, c'est nous qui étions visés parce que dans le fond aujourd'hui, on ne permet pas à une formation politique de l'opposition qui est sérieuse de rentrer dans cette partie du pays qui est considérée comme le bastion, le socle granitique, comme ils le disent, du parti au pouvoir. Donc c'est un préjugé qui doit tomber aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin de laisser faire ce type de choses, ce type de comportement. Et je vais vous dire que c'est quelque chose de trompeur
par rapport à ces idées reçues. Le Sud n'est pas une région réservée. Tout au Sud, je vous dirais que c'est l'une des régions, d'ailleurs, où on enregistre le plus fort taux de chômage des jeunes aujourd'hui au Cameroun. Donc, les populations sont paupérisées, désœuvrées. Il n'y a aucune entreprise de transformation de quoi que ce soit. En près de 3 décennies de renouveau, nous sommes pratiquement abandonnés là-bas. En zone rurale, le discours est le même. Les frustrations sont légion et il est question aujourd'hui de leur tenir tout un autre discours parce qu'ils ont longtemps plutôt été malmenés dans des mensonges qui n'ont pas tenu. Ceux qui sont considérés comme la grande élite locale là-bas, du parti au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont davantage rassemblé, amassé les privilèges qu'ils ont reçus de l'argent public pour leur propre profit de leur famille et de leurs villages respectifs. Aucune action d'envergure au profit de la grande population jeune et des femmes. C'est pour cela que quand nous arrivons avec le discours de la vérité, ils ne nous comprennent pas, ces élites-là. Mais je vais vous dire que nous sommes très bien compris par les populations locales qui nous accueillent. Malheureusement, ils ont encore un peu la peur au ventre. Et cette peur-là, c'est ce que nous leur demandons de vaincre. Et nous prenons la locomotive. Moi, je me mets devant pour leur dire, je suis un enfant du Sud, un enfant de l'Anvila. Je suis né là-bas, j'y ai fait toutes mes classes. Et aujourd'hui, devenu un grand Camerounais qui parle au nom du peuple camerounais, je reviens dans mon village pour donner une nouvelle image de ce village-là qui mérite de connaître mieux. Et il n'est pas question aujourd'hui de présenter le MRC, le parti de Maurice Kamto, comme le parti des Bamileke, comme je l'ai entendu. C'est ça l'erreur qu'ils ont commise, de penser que ce parti-là, qui serait majoritairement constitué de ressortissants d'une même région, serait là que pour œuvrer pour les gens de cette région-là. C'est faux. Je dis c'est archi faux. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de démontrer que le MRC, c'est un parti qui veut un nouveau Cameroun. Un Cameroun où il y aura un peu de justice sociale. Un Cameroun où on n'aura pas la politique des réseaux. Un Cameroun où, finalement, nous aurons à faire en sorte que l'infrastructure de base soit réservée au peuple camerounais qui ne peut pas mériter meilleure chose que cela. Donc, nous avons ce discours-là et nous pensons que nous allons être compris. Nous voulons aller aux prochaines élections locales pour prendre des responsabilités parce que le développement doit commencer au plan local désormais. Malgré le code électoral qui est unique, nous irons à ces élections. Malgré Elekam qui est penché du côté du pouvoir, nous allons faire en sorte que on puisse atteindre la masse critique qui permettra de surveiller les votes. C'est le nouveau discours que nous tenons aujourd'hui en disant que la politique, ce n'est pas une affaire réservée à une catégorie de gens. Tout est politique. Et les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, n'ayez pas peur, il faut se lancer. Ils ne pourront rien. Ils ne peuvent pas envoyer tout le monde en prison. Ils ne pourront pas arrêter tout le monde. Il ne faut pas qu'on cède devant ce que j'appelle l'oligarchie en place avec l'administration qui est instrumentalisée à tous ces préfets, sous-préfets, gouverneurs qui pensent qu'ils sont au service d'un régime, policiers, gendarmes confondus. Au lieu d'être au service de l'État et de la nation tout entière, nous leur lançons le message suivant. Plus rien ne sera comme avant. C'est-à-dire que dès la semaine prochaine, nous allons reprogrammer de nouvelles manifestations. Et tant pis, parce que cette fois-là, nous arriverons étant préparés. Ce qui va arriver en termes d'affrontement, ou bien s'il y a une déflagration sociale, ce sera de la responsabilité de Paul Biya d'abord, qui s'accroche au pouvoir indéfiniment, qui ne comprend pas que son heure a sonné pour qu'il parte. Ce sera de la responsabilité également de tous ces sbires qui sont autour de lui, qui n'ont rien compris de l'idéal profond auquel les Camerounais aspirent aujourd'hui. On n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Je vous dis que j'arpente les couloirs de cette région depuis 3 ou 4 mois aujourd'hui. Je vais dans les localités des villages profonds, je discute avec les gens. C'est la misère au quotidien. À la limite, ils avaient besoin effectivement d'une nouvelle génération de personnes qui arrivent pour le tenir tout un autre discours. Donc la stratégie ne va pas être difficile. Nous allons aller corps à corps d'abord avec l'administration qui nous embête, qui nous empêche de travailler. Maintenant, au niveau des éléments de langage, ce n'est pas bien compliqué de s'adresser à un jeune qui est né là-bas, qui a grandi et qui atteint 40-50 ans sans avoir la moindre opportunité d'insertion sociale. Donc à ce niveau-là, nous leur disons simplement que c'est terminé.
les mensonges, c'est terminé les promesses fallacieuses. Vous devez croire en vous-même. Parce que nous leur demanderons d'être eux-mêmes des candidats dans les listes électorales pour prendre des places de conseillers municipaux, pourquoi pas, pour participer eux-mêmes à la gestion de leurs affaires. Je crois que c'est un discours aujourd'hui qui passe bien et de se dire que nous n'arrivons pas pour nous enrichir nous-mêmes, mais pour leur grand bien. C'est le vrai discours qu'il faut leur tenir aujourd'hui. En matière de stratégie, on peut faire le porte-à-porte parce que l'engouement, il est là, à la limite. Donc, nous arrivons quand même dans une atmosphère qui est quand même déjà balisée pour permettre l'avènement de nouvelles personnes qui viennent tenir un nouveau discours, qui se fera en sorte que le Sud, qui est une belle région, qui est frontalière au Gabon, à la Guinée équatoriale, qui a la possibilité de charrier beaucoup de choses, puisse bénéficier de meilleures conditions d'épanouissement et de vie au jour d'aujourd'hui. On leur dira que le renouveau qu'on leur a vendu ne leur a laissé que de très mauvais souvenirs. Il est temps de rêver à quelque chose de bien plus grand. Et cette chose-là, nous leur amenons cette chose-là avec la conviction que nous sommes les enfants du terroir. Ils n'ont pas à avoir peur d'être, on va dire, roulés dans la farine encore une fois. Ces éléments-là, parce que la bataille principale, c'est de dire au MRC, bon, le code électoral n'a pas été réformé pour que vous allez aux élections. Et le MRC dit, pour résoudre dans cela, nous préférons, c'est le moindre mal, aller aux élections dans les circonstances actuelles parce que, une fois que nous serons au pouvoir, nous allons réformer le code électoral. Par exemple, les Camerounais de 20 ans, et les Camerounais de 18 ans, qu'on peut condamner et envoyer à Kondengi parce qu'ils ont par exemple dit « je n'aime pas Paul Biya », pourront aussi choisir de ne pas, que Paul Biya ne soit plus le président, ils pourront aller voter à 18 ans. Et ce n'est qu'un exemple, on ne va pas faire tout le code électoral ici. Voilà la réponse claire. On fera les grandes lignes du programme quand même vers la fin. Oui, en tout cas, oui. Voilà du moins la réponse claire pour laquelle le MRC va aux élections cette fois-ci. Ça nous permet d'avoir les moyens de la République pour résoudre cette problématique, pour résoudre la problématique de la réforme, du dialogue avec les anglophones, parce qu'on n'a pas mis sur la table la question qui dérangeait, la forme de l'État, qui a fait que les anglophones ne se sont pas déradicalisés de facto par rapport à ce qu'on a voulu nous présenter, et ça nous permet de mettre sur le banc des accusés ceux qui ont fait disparaître les fonds de la CAN. Ils ne le feront pas dans la situation actuelle, donc on est obligé de faire ce qu'il y a fait pour les remplacer. En revenant justement sur le boycott des dernières élections, il faut préciser que quand il s'agit des décisions gouvernementales, vous parlez de caprice. Et quand il s'agit du MRC, vous parlez de bonnes décisions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le MRC, à un moment donné aussi, aurait pris forcément des mauvaises décisions comme celle du boycott des dernières élections? Est-ce qu'il n'y a pas un regret quelque part quand même? Pas du tout, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le président Maurice Kamto m'a fait l'insigne honneur. Je ne suis personne, je me considère toujours comme quelqu'un de pas fondamentalement spécial, mais il a considéré que mon avis pouvait compter et il m'a inclus dans la liste de ceux qui pouvaient lui conseiller 2-3 petites choses. Et je faisais partie de ceux qui estimaient à un moment donné que bon, dans la configuration actuelle, ne pas aller aux élections n'est pas une très bonne idée. Et le président, finalement, en prenant cette décision, m'a plutôt réjoui. La différence entre le caprice et ce que nous faisons, c'est que le caprice viole la Constitution. Le caprice, c'est comme on le voit avec le ministre de l'administration territoriale. Le caprice dit sur la loi par exemple, je prends un exemple au hasard, la loi de 2012 portant sur le code électoral dit dans son article 5 paragraphe 2 que l'ECAM n'a pas vocation à être assujetti à une quelconque structure de l'exécutif. Le ministre de l'administration territoriale décide en se levant le matin que lui, il peut outrepasser ces dispositions-là, il peut n'en faire qu'à sa tête. C'est ça un caprice. Par contre, le boycott ne viole aucune loi. Le boycott, c'est la politique de la chaise vide. Et c'est une politique. Oui, mais c'est un délit de démocratie quand même. Non, pas du tout. Parce que les électeurs sont privés. Par exemple, ceux qui voulaient mettre peut-être votre parti dans l'urne n'ont pas eu cette possibilité. Vous n'avez pas laissé au peuple le choix de décider. Il y a une vocation pédagogique dedans. Je vais vous y répondre et évidemment, ça me permettra de revenir sur la question du clan que vous avez posée tout à l'heure. Nous sommes allés, je vous présente un tableau de fait et c'est un exemple que j'ai pris maintes fois et qui paradoxalement continue, ceux qui l'écoutent continuent de faire la sourde oreille. On va en 2019, on se retrouve dans la région du Sud. On dit
Le MRC veut conquérir toutes les circonscriptions, toutes les mairies, notamment celle de la région du Sud qui est au Cameroun. Paul Biya mène la guerre avec les anglophones dans le Nozo depuis 2016 parce qu'il considère que le Cameroun est un et indivisible et qu'il faut dire non à la sécession. Nous le prenons au mot et nous disons on va mettre à l'épreuve ce caractère indivisible du Cameroun. Vous le faites pour provoquer Paul Biya? Non, pas du tout. On le fait parce qu'on doit le faire. Ah, okay. On le fait parce c'est par ricochet que je dis que ça permet justement de tester si ce que Paul Biya a dit est réel. Nous le faisons parce que justement il faut conquérir le maximum de sièges possible. Nous le faisons de deux parce que le Sud est au Cameroun. C'est une région du Cameroun parce que les gens qui vivent au Sud sont des Camerounais. Alors nous y allons. On nous barricade l'entrée d'Ibolova et on dit vous ne battez pas campagne ici parce que c'est le socle granitique de Paul Biya, c'est le village de Paul Biya, c'est du tribalisme. Ce sont des populations. Oui, et encadré par les forces de l'ordre et les forces. Mais une ville n'est pas toute une région, parce que là vous prenez l'exemple d'une région et par exemple ce dont je vous parle tout à l'heure, c'est une réalité que beaucoup vivent ici. Non, attention. Au sein de la diaspora. Attention, je veux qu'on soit. Parce qu'on vous dira aussi, et vous faites des Kanga, qu'il y a des gens qui sont pris en épingle, pris en tenaille sur les réseaux sociaux, simplement. Parce qu'ils sont contre Maurice Kamto. Non, vous avez conscience de cela quand même? Oui. Les batailles des Donc vous comprenez que des gens soient pris en épingle parce qu'ils sont contre Biya? Pas du tout, ce n'est pas comparable. D'accord. Les batailles des réseaux sociaux n'enlèvent rien à personne. Les gens s'insultent et se disent ce qu'ils veulent dans les réseaux sociaux. C'est pas offensant. Que ce soit dans un cadre politique que dans un autre cadre. Je veux dire, les Camerounais, quand vous regardez dans les réseaux sociaux, que ce soit sur l'affaire Fikafoot, ministère des Sports, que ce soit sur l'affaire des fameuses influenceurs et influenceuses, les Camerounais s'écharpent par écrit. Ce méli-mélo, ce bras de fer épistolaire ne fait de mal à personne à la fin. Chacun rentre chez lui et vit sa vie. C'est du virtuel. Ce n'est pas du tout comparable à du tribalisme à ciel ouvert où on interdit aux Camerounais l'entrée dans la ville principale d'une région importante de son pays. On ne peut pas minimiser cela et se focaliser sur... je ne minimise rien du tout. Hein. Il vous pose des questions. Voilà, c'est-à-dire, on a fait des procès à certains Camerounais d'avoir utiliser la fourchette pour manger le taro parce que la tradition d'une partie du pays n'admet pas qu'on mange le taro avec autre chose que la main. Vous avez suivi ça? Vous avez vu des gens harcelés simplement parce qu'ils n'ont pas respecté la façon d'être... Attention, Est-ce que c'est pas du tribalisme? C'est un avis. Ça peut être mais je veux dire, s'il y a des actes avérés de tribalisme dans ceux qui le disent, il faut, qu'on le prouve, qu'on les dénonce. S'il y a quelqu'un qui a fait preuve de tribalisme, quel que soit le cas, je ne suis pas son ami, je dénoncerai. Voilà. D'où qu'il vienne, je ne me sens pas plus proche de quelqu'un qui serait issu de ma région que de celui qui serait issu d'un autre. Mais factuellement, il y a une différence entre dire à quelqu'un c'est quelle façon de manger le taro, ça utilise les mains. Et encore, la personne qui a mangé avec la fourchette a toujours la liberté de manger avec la fourchette. Il y a personne qui entre chez lui et il le prend par le cou parce qu'il a mangé avec la fourchette. Par contre, je le redis encore, nous voulons battre campagne dans une zone. J'ai pris ce n'est pas la seule zone. Je ne vais pas vous parler du président de l'Assemblée nationale qui a brûlé les effigies de notre parti dans le nord, des régions où on dit ici le MRC est interdit d'accès. Et je dis donc que dans le Sud, je prends l'exemple du Sud parce que c'est la région de Paul Biya. On nous dit qu'il incarne l'unité du Cameroun. Nous, on ne regardait pas le Sud comme la région de Paul Biya. On regardait le Sud comme une région du Cameroun, comme une autre, dans laquelle se trouvent des Camerounais. Et on dit, ces gens-là... Peut-être que lui-même ne la regarde pas comme ça. La région du Sud n'est pas la plus nantie du pays. Si Paul Biya pensait que c'était sa région essentiellement, je crois qu'elle serait plus nantie. Là, je vous présente donc les faits. C'est-à-dire, dans les faits, pendant que nous disons donc, on va aller battre campagne là-bas parce qu'il y a beaucoup de mairies, de sièges au Parlement à conquérir, on nous dit, vous n'entrez pas ici. C'est-à-dire, on acte la sécession. Ce que le Sud a fait avec l'encadrement des services administratifs, c'est une sécession de fait. Dire à d'autres Camerounais, vous n'entrez pas ici, c'est faire du sécessionnisme. Et à partir de là, pour terminer, et à partir de là, quand vous avez des actes comme ça, donc vous avez quelqu'un à qui vous dites viens manger, et quand il veut justement se servir dans le plat, vous bloquez la main, vous dites ah non, tu es interdit de manger. Maintenant il décide ok, je ne mange pas, et vous lui reprochez de ne pas être allé manger. Ceux qui voulaient qu'on aille aux élections ont boycotté nos campagnes pour aller aux élections. Comment on va aller aux élections sans